Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième épisode du Monde selon Fred. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à explorer nos deux grands mensonges. Comme je vous disais dans le premier épisode, je vais plutôt me concentrer au début, la géographie, hein, et ensuite, plus ça va aller, plus on va aller vers l'histoire. Quoi qu'on va voir un peu d'histoire aussi. Mais j'ai décidé aussi, d'avant de rentrer dans le sujet, peut-être d'aborder quelque chose qui, d'après moi, est quand même important pour la suite des choses, de prendre conscience qui a créé ces grands mensonges-là et pourquoi. Naturellement, on n'ira pas en profondeur encore sur savoir qui et comment à 100%, mais je trouvais que pour continuer dans l'exploration des mensonges de notre monde, il fallait quand même avoir un aperçu de qui est un peu derrière ça. Euh, Naturellement, je vais redire et dire, je suis pas là pour, je suis conscient du problème de faire face à ces mensonges-là et je suis conscient du déni qu'on peut avoir face à ça. Et comme j'avais une discussion avec ma nièce cette fin de semaine, ben, je lui parlais de mon premier épisode, puis là, ben, elle disait non, mais là, tu sais, il va falloir que t'expliques mieux, il va falloir. J'ai dit, ben là, t'as pas d'image en premier, puis là, il faut que tu nous laisses pouvoir débattre. Ben, je lui ai expliqué que je veux pas de débat, dans le fond, parce que mon but est de pas convaincre personne, mon but est de présenter les choses telles que moi je les ai découvertes et que je les conçois. Moi, je crois que j'ai une part de vérité, c'est sûr. Est-ce que j'ai toutes les réponses? Mais vraiment pas. Mais le but, c'est que vous fassiez votre propre opinion face à tout ça. Puis faire sa propre opinion face à ce que je vous présente dans les épisodes, du premier épisode au dernier, ben, c'est pas nécessairement simple à accepter. Ça se peut il y en ait qui acceptent absolument rien aussi. Mais je crois qu'il faut essayer de voir les choses d'une façon simple, les prendre, les digérer tranquillement. S'il faut, ben, vous réécouterez les épisodes. Si ça vous intéresse pas, ben alors vous créez d'autres choses, tout simplement. Parce que je suis conscient que prendre conscience de tout ça, ça peut changer le quotidien à tous les jours, hein? Ça peut changer la façon dont on voit la vie, la façon dont on conçoit les choses. Puis, c'est pas tout le monde qui a le goût présentement de changer ce que je viens de dire, hein. C'est parce que c'est pas simple. Puis, je comprends très bien quelqu'un qui désirerait ne pas vouloir changer d'opinion, puis garder ses opinions et ses idées préconçues comme ils sont déjà. Mais comme je disais au début dans le premier épisode, mon but, c'est pas de dévoiler les mensonges pour les dévoiler. C'est pour voir la grande vérité qui est en arrière. Celle-là, je la trouve importante. Puis quand tu en prends conscience, ben c'est là que ta façon de vivre, ta façon de voir les choses se modifie. Alors, je vais en venir souvent à ça. C'est le but, c'est de voir la grande vérité en arrière. La grande vérité, tant qu'à moi, euh, est merveilleuse parce que c'est une grande vérité et grandiose. Donc, mais pour pouvoir accéder à cette grande vérité et à son grandiose, ben, il faut d'abord être en mesure
de se déprogrammer de certaines idées préconçues, ce qui va nous aider à accepter la grande vérité et les grandes vérités, je dirais. Bon, alors pour commencer, dans le fond, avant que je rentre dans deux sujets, plus le PowerPoint préparé depuis longtemps, j'avais envie encore de commencer par quelque chose qui est arrivé cette semaine. C'est en fait ce qui a commencé la discussion avec ma nièce, euh, une de mes nièces. Euh, je lui ai fait remarquer, j'ai dit, as-tu vu la Lune cette semaine? La Lune, cette semaine, ici où ce que je demeure, était à l'envers, le croissant à l'envers. Et personnellement, pour observer souvent le ciel depuis plusieurs années, mais c'est pas la première fois que je le vois. Mais je dirais que j'avais jamais observé ça avant les 3 dernières années. Peut-être que ça donne que j'ai plus observé le ciel dans ces années-là. Et oui, probablement que j'ai plus observé le ciel dans ces années-là que dans d'autres années. Alors, on va aller voir tout de suite une image. C'est l'image de la Lune, telle que je la voyais cette semaine chez nous, vers, je dirais, il était peut-être 10 heures, 9, 10 heures le soir. Alors, je ne vais pas prétendre détenir la vérité, mais si la Lune est éclairée par le Soleil et on voit ça, ben là, il y a un problème. C'est que la boule, la Terre, elle a viré de bord. Parce que là, on ne voit plus le croissant éclairé de la même façon. Le Soleil, au lieu de venir de l'Est, éclairer la Lune d'un bord, il l'éclaire par en dessous. Mais il y a un problème mathématique, physique. OK? Puis si on va voir les cycles lunaires présentés sur des tableaux officiels des cycles lunaires du mois de février dans l'endroit où je demeure, ben on voit les croissants de lune, comment ils sont supposés d'apparaître, la lune noire, puis après ça, ils sont supposés d'apparaître comme ça jusqu'à la pleine lune, mais sont placés de façon logique. Ben, on va dire logique par rapport à un système qui nous a été présenté depuis qu'on est né. Mais si je regarde la Lune puis que je vois la Lune tout d'un coup comme ça, il y a matière à réflexion. Hein? D'après moi, il y a matière à réflexion à se dire, wow, mais qu'est-ce qui arrive? OK? Un autre point que je voulais amener, que souvent, dans des discussions, j'essaye de présenter ça aux jeunes d'une façon simple, juste pour voir leur réaction. Euh, j'ai pas l'impression que la majorité des gens savent que la Lune tourne. OK? Alors, souvent, je dis, la Lune, elle tourne. La Terre, elle tourne. La Terre, elle tourne à 1500 kilomètres à l'heure. C'est rapide. La Lune, elle tourne à 15 kilomètres à l'heure. C'est pas très rapide. Mais pourtant, il y a moins de gravité sur la Lune et plus sur la Terre. Enfin, une petite idée qui vient de me passer dans l'esprit. Mais il y a une chose qui est remarquable, c'est que la face de la Lune que l'on voit, mais c'est la même. C'est la même depuis que je suis né. C'est la même que mes parents voyaient. C'est la même que mes grands-parents voyaient. Puis c'est la même qu'il y a des êtres humains d'il y a plusieurs centaines d'années, pour ne pas dire des milliers d'années, la voyaient. C'est pas étrange, ça?
Ah oui, mais là, ce qu'on me dit, c'est que les deux tournent d'une façon synchronisée. On va aller voir un petit PDF ici. Oui, le petit PDF nous dit que la Lune tourne d'une façon. La Lune tourne sur son axe à la vitesse qu'elle orbite autour de la Terre, à la même vitesse qu'elle orbite autour. La tourne. Oh, ça, c'est spécial en plus. Elle tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle orbite autour de la Terre. Un phénomène qu'on appelle rotation synchrone ou verrouillage gravitationnel. C'est des grands mots. Cette synchronisation signifie qu'un côté de la Lune, la face visible, est toujours tournée vers la Terre, tandis que l'autre, la face cachée, est toujours orientée à l'opposé. Période de rotation, 27,3 jours terrestres. Période orbitale, 27,3 jours pour accomplir une orbite autour de la Terre. Ça y prend 27,3 jours pour tourner sur son axe. Bien qu'on montre toujours la même face à la Terre, la Lune connaît des jours et des nuits. Bon, sur des millions d'années, la gravité terrestre a ralenti la rotation de la Lune, autrefois plus rapide, jusqu'à son état synchronisé actuel. OK, OK. Il y a une chose qui aussi qui m'a étonné, comment qu'on disait ça, la vitesse fait synchronisée qui explique. Ça, faut que je retrouve la phrase. Sur des millions d'années, la gravité terrestre a ralenti la rotation 3 fois plus loin jusqu'à son état synchronisé actuel. Bon, c'est-à-dire que sur des millions d'années, elle tournait vite, là, où la gravité de la Terre l'a ralenti, là, resté pareil. Mais pourquoi qu'elle l'arrête pas? Ah ouais, ok, mais ça tourne encore, oui. Bon, enfin, là, je voulais pas trop débattre là-dessus, euh, mais pour moi, ça demeure de la magie. C'est une forme de magie, parce que la Lune soit si synchronisée à la seconde près pour que, depuis des milliers d'années, on voit toujours la même face. Wow! Ça me semble vraiment, mais vraiment étrange. Mais on peut croire à ces espèces de phénomènes que je dirais pas extraordinaires, mais hyper extraordinaires. C'est un hasard parmi, je ne sais pas quelle est la chance parmi des milliards de possibilités que la Terre, que la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle rotationne autour de la Terre, qui fait en sorte que la vitesse de la Terre, qui est 1500 km à l'heure, puis la vitesse de la Lune, en fait, la vitesse de la Terre, c'est 1670 km à l'heure, si on veut être, mais que les deux fassent en sorte qu'on voit toujours la même face. Je suis sûr qu'il y a un scientifique qui me ferait des calculs puis qui serait capable de m'expliquer tout ça, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Parce que le croissant de la Lune que j'ai vu cette semaine, il est à l'envers. Ça veut dire que le Soleil est rendu en bas. Parce que supposément, c'est le Soleil qui éclaire la face de la Lune. Oh, oh. Bon, tirez-en vos propres conclusions. C'était
ma petite introduction. OK. On va passer à la prochaine étape qui, avant de rentrer dans la suite de ce qu'on a vu la semaine passée, euh, le dôme, hein? En haut, il y a de l'eau. Avant de continuer sur notre géographie, je voulais prendre le temps peut-être de présenter un peu deux petites vidéos, parler en général, là, sans rentrer dans les détails, qui contrôle. Éventuellement, on va voir d'où ça vient, parce que c'est une longue histoire, l'histoire de l'homme, mais pas des millions d'années, c'est des milliers d'années, l'histoire de l'homme. C'est 7 000 ans. Est-ce qu'il y a eu un monde avant? Je pense que oui, mais c'est pas l'homme, le monde de l'homme. Est-ce qu'il y a des anges déchus? Il est supposé en avoir? Ouais. On raconte qu'il y en a 200. Le tiers sont descendus ici. Ils sont toujours ici. Et ça, on va rentrer graduellement dans ce sujet. On va pas tout de suite l'aborder, mais il y a beaucoup de choses à ce sujet. Et pourtant, il y a comme des choses écrites dans la Bible, ce livre des gens, des humains qui parlaient avec Dieu, qui étaient pas très évolués encore. Mais les humains de cette époque ont été avertis, faites attention, car ils marchent parmi vous et ils sont capables de se déguiser de sorte que vous ne les reconnaissiez absolument pas. Quand même étrange. Et ça arrive à plusieurs reprises dans ce livre qu'on appelle la Bible, ces avertissements-là. Mais on va rentrer dans notre petit premier PowerPoint avant d'aller dans le plus long pour parler des francs-maçons. Bon, naturellement, les francs-maçons, il y en a dans plusieurs villes, c'est eux autres qui contrôlent beaucoup, beaucoup d'institutions, les télévisions, les compagnies de production. Est-ce qu'ils sont tous pareils, connaissants, parce qu'il y a plusieurs degrés dans la franc-maçonnerie? J'irai pas. Mon but, c'est pas d'explorer dans les détails de tout ça. J'en suis pas un. Ah, ça m'intéresse pas tant que ça de savoir tous les aléas des francs-maçons. Plusieurs vont dire, oui, mais ce que tu racontes, c'est complètement faux, c'est pas ça. C'est très possible. OK? Quand tu joues dans une équipe de hockey, c'est pas toi qui prends les décisions des joueurs avec qui tu vas jouer. T'es pas au courant de ce que la direction décide dans l'avenir de l'équipe. Toi, ta partie, c'est de jouer. Hein? T'es payé pour jouer, pour faire telle mission. Compter des buts ou empêcher de compter des buts. Donc, t'es pas dans le secret de l'équipe, de la direction et de tous les plans que les autres ont afin de gagner. Ben, j'ai l'impression que nos amis francs-maçons sont un peu comme ça. Et ils sont nombreux. On va aller voir. Ce que j'ai trouvé, c'était un petit vidéo de 5 minutes qu'on va regarder, que je trouvais qui faisait un bon résumé, juste pour qu'on ait une idée un peu, parce que tantôt, plus tard, on va voir des astronautes nous parler, Russes, Américains, mais ils font toutes partie de la franc-maçonnerie. OK? Partout.
ces gens-là font partie de la franc-maçonnerie. Ou, on va dire, des clubs à des noms différents, mais qui sont tous reliés entre eux. OK? Fait que pour la raison pourquoi cette petite vidéo-là, c'est qu'il dure 5 minutes, puis qui résume bien. Puis il y a une chose souvent que j'essaie d'expliquer, puis je vais essayer d'expliquer, puis je vais y revenir à l'occasion sur les mensonges que j'essaie de mettre en lumière, ceux qui cachent une grande vérité, sont très intelligents, ceux qui contrôlent. Et ils travaillent des deux côtés de la médaille. Ils travaillent toujours des deux côtés, sont les bons, sont les méchants. Ils contrôlent, c'est ça avoir le contrôle, c'est contrôler les deux côtés de la médaille. Hein? Fait que d'un côté, je donne un exemple sans aucune intention derrière, mais tu pourrais créer une guerre, puis toi, tu es contre cette guerre-là, mais de l'autre côté, tu vends les armes à l'ennemi pour qu'il se batte, puis tu promouvois la haine de l'ennemi d'un côté et de l'autre pour que la guerre soit lucrative. Parce qu'au bout de la ligne, toi, tu vends des armes aux deux équipes. Tu fais de l'argent. OK? Mais le but de la franc-maçonnerie est plus profond que juste faire de l'argent et contrôler le monde. Ça, c'est mon opinion. Mais pour l'instant, c'est de voir un peu, survoler un peu qui tire les rênes et les ficelles, puis pourquoi. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans la petite saison. Donc, tout ça prend son sens dans la petite saison. Et ils sont très rusés et dans le domaine, j'irais même de la conspiration que je suis depuis plusieurs années, mais sont infiltrés partout. C'est merveilleux quand tu en prends conscience, quand tu les vois aller, comment que sont dans les nouvelles officielles, puis sont dans les nouvelles conspirationnistes, puis ils contrôlent les deux. Les deux vont être sur le même stage en train de se relancer et s'engueuler. Mais dans le fond, au bout de la ligne, ils travaillent pour la même cause. C'est un peu comme, bon, il y en a qui m'aimeront pas, mais je m'excuse, j'ai trop vu, j'en ai trop vu de scènes comme ça que c'est incroyable. C'est comme les présidents américains, il y a deux partis. Mais quand ils débattent, ils s'engueulent comme ça se peut pas. Ils se traitent de non comme ça se peut pas sur les tribunes, dans les nouvelles, sur les stages. Mais après, ils vont manger ensemble. Puis ils font des farces ensemble. Puis ils rient ensemble. Ils font des soirées ensemble. Oh, mais frère, là, ça se peut pas ce que tu dis. Ben là, je m'excuse. Ça prend pas beaucoup de recherche pour voir plusieurs repas, plusieurs clips où ils sont en train de s'amuser ensemble. Alors, à un certain niveau, à un certain moment, il y a une limite, là. Je veux dire, tu peux te traiter de tous les noms sur un stage, mais si après, tu es en train de manger, il y a quelque chose qui marche pas. Mais bon, vous dites, oui, mais c'est ça la politique. Oui, OK, on peut le voir comme ça. Mais assez de parlage pour ce début de deuxième épisode. On va aller voir quand même. Alors, en passant, je vais remercier tous les gens, ils ne sauront pas nécessairement, mais tout le matériel que je présente, hein, ça a été fait par des personnes. Fait qu'il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. Fait que je les remercie énormément. Puis ça nous permet, nous, de prendre conscience de toutes sortes de choses par leur travail. OK? Alors,
Je remercie tous ces gens pour leur travail très efficace. Donc, cette petite vidéo-là, nous allons l'écouter. Je trouve qu'il était la raison pourquoi j'ai choisi, c'est parce que je trouvais que ça faisait un bon résumé de 5 minutes de ce que je viens de vous dire. On l'écoute. The Freemasons we know about are not the end-all be-all, but the foot soldiers of the ancient bloodlines. It doesn't necessarily mean they are or aren't part of these bloodline families, but it does mean they are under their control, and they work to bring the ancient bloodlines' plans to fruition. The Freemasons are the bottom of the secret society pyramid, and the pawns that are sacrificed to reach the final solution. There are not tens of thousands of Freemasons, but millions. And the Freemason religion has been around since the antediluvian times. However, obviously, they were not called Freemasons until the 1500s that we know of. So, when I use the term Freemason, I'm referring to the overarching Freemasonic religion that began in the antediluvian era, which runs up to the present times. The word Freemason is just a descriptor. You must look at the behaviors and what people believe and practice over what they call themselves and over what they say. Freemasonry has many divisions or sects. It's pantheistic, so one sect may follow one false god, while the other follows another, and so on. Within the halls of Freemasonry, there is the lowest level, the recruitment order. This is where your uncle goes out and participates in community events and participates in wealth growth through other Freemasonic contracts. This is the feeder side of the Freemasonic order. However, if your uncle has real passion to fulfill Mason goals at any cost, he will move up the ladder quickly and eventually reach the 33rd degree through an oath and ceremony that involves drinking blood from a skull from a sacrifice they committed that night. Depending on their false god, they may participate in sex cult magic, sacrifice, and work to fulfill the needs of the ancient bloodline families under the belief that they too are now part of this illuminated club, as long as they are loyal, trustworthy, and controllable or sufficiently compromised, and that they continue to do their job well. Now, let's dig a little deeper to reveal the other side of the Freemasonic religion. If you look at the Freemason symbolism, you can see a black and white tile floor. This floor is symbolism for the earth and all that they control. Right now, information is being leaked about the black tile on the Freemasonic floor. These are called the Black Hats, who are bringing in the Great Reset for this Q deception happening today. All the people talking about the evil Freemasons is coming from this dark side, which is from purposely leaked information. You know this information because you are meant to know it. You know this information because you are meant to know it by them. This is called controlled opposition. Now, their time is up. Their usefulness is almost at an end, and the light is shining on their work by their own occult bloodline overseers. Much less is known about the white tile on the Freemasonic floor, or the Great Awakening as we know it today. This is by design too, because their job isn't finished, and you are not to know about them until it's too late and the noose is set. First time. This white tile is now taking over the world from the black tile. This is not by accident. This is through participation. Only the dark Freemasons in the public eye will be removed, and most of them were never in the real ancient bloodline order. They were pawns for the bloodlines to use. Part of this black tile has been known in history as the tribes of Canaan. They are known to sacrifice babies to Baal and Moloch. Saul was supposed to wipe them out, including the livestock from the land. 1 Samuel chapter 15. Saul did not do this, and we have been feeling that failure to this day. The Canaanites fled the land and polluted North and South America
and the Pacific Islands among others. The tribes of Canaan today are behind mass abortion, a mass child sacrifice ritual that is worldwide, known mostly for the US-based Planned Parenthood. However, these tribes aren't the only ones in positions of power. We also have to represent the white tile Freemasons, or the nicknamed Great Awakening White Hats of today. These are what I call the benevolent cult in my earlier videos. These are the ones taking the world into the first false utopia, where we all receive an abundance of wealth, technology, and distraction, like spoiled children. There are two Freemason writers who explain these two philosophies, Orwell and Huxley. Orwell in his 1984, and by Huxley in his Brave New World. Both novels show an Earth whose inhabitants have been rendered helpless and brainwashed, and are considered the quintessential dystopian novels. The term Big Brother, after all, was coined by Orwell for this novel, yet they depict a radically different approach to enslave humankind. What Orwell taught were those who would ban books. What Huxley taught was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who would want to read one. Orwell taught those who would deprive us of information. Huxley taught those who would give us so much that we would reduce to passivity and egotism. Orwell taught the truth would be concealed from us. Huxley taught the truth would be drowned in a sea of irrelevance. Orwell taught we would become a captive culture. Huxley taught we would become a trivial culture, preoccupied with some equivalent of the feelies, the orgy-porgy, and the centrifugal bumblepuppy. As Huxley remarked in A Brave New World Revisited, the civil libertarians and rationalists, who are ever on the alert to oppose tyranny, fail to take into account man's almost infinite appetite for distractions. In 1984, people are controlled by inflicting pain. In Brave New World, people are controlled by inflicting pleasure. In short, Orwell taught that what we hate will ruin us. Huxley taught that what we love will ruin us. Now that we know the 1984 narrative is being destroyed through the Q PSYOP and the coming utopia is being introduced, we can see that both were right. Both were being used to manipulate the population. Orwell's prediction was a planned prediction, or predictive programming from the Black Hat Freemasons, and Huxley from the White Hat, and both were designed to lead the world to their destruction. Interestingly, there is another opinion, and that is to not participate in the continued gifts and religion from Babylon. Use this world shift to build away from the cities. Prepare yourselves before these white hats pull the rug from under your feet. C'est un bon petit résumé. OK, naturellement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de noms qui sont passés, puis de personnes que je connais depuis longtemps. Et c'est intéressant de les voir. Comme je disais, le but n'est pas de démystifier toute la franc-maçonnerie. C'est juste d'avoir un aperçu pour ce qui s'en vient, pour quand on va regarder l'ensemble des vidéos, comprendre pourquoi, d'après moi, il y a ces deux gros mensonges-là que je tente de vous dévoiler. Pourquoi ils existent pour cacher la grande vérité. On va continuer dans le PowerPoint. J'ai fait juste quelques petits... comme je vous disais, on va passer à l'autre chapitre bientôt, mais je voulais qu'on ait le temps de voir quand même ces francs-maçons-là. Il y a une partie qui s'appelle les Illuminati, OK? La fameuse statue de la liberté, bon, comme je vous disais, l'histoire de sa construction est d'un ridicule, mais bon, ça ne me tente pas de m'y attarder. Mais la statue de la liberté, elle représente, dans le fond, Lucifer, qui est le dieu de la franc-maçonnerie.
qui est le porteur de lumière. OK? Donc, ne jamais oublier que les anges déchus vont être des maîtres de l'illusion et des maîtres de se faire passer pour des bons. OK? Parce que si ils ne se faisaient pas passer pour des bons, ben, il y en a beaucoup qui tomberaient pas sous leur charme. OK? Et la Statue de la Liberté, sans rentrer dans la longue histoire, serait, d'après moi, le début de la petite saison. OK? Parce que si on voit ici, il faut continuer, mais ici on voit une peinture de Lucifer dans un qui vient de la franc-maçonnerie, je ne sais pas à quel endroit, je pense que c'est en Écosse, et dans un temple franc-maçon écossais. C'est la peinture de leur dieu Lucifer, qui est le light bearer, le porteur de lumière. C'est ce que son nom veut dire. On a le même porteur de lumière qui est l'emblème de la ville de New York. La ville de New York, qu'on appelle comment en anglais? The Big Apple. OK? Et il y a quelque chose de spécial sur la Statue de la Liberté. C'est que il y a une chaîne à son pied qui est détachée. OK? Et si on lit les révélations de Saint Jean, OK, qui parle de la petite saison, After being bound and confined in the abyss for a millennium, après être confiné dans les abysses pour 1000 ans, pendant le règne du Christ et ses saints, 144 000 saints, preventing him from deceiving the nation, hein? C'est pour ceux que je fais une petite traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Quand il a été enchaîné dans les abysses, il n'a pas pu décevoir le monde pendant mille ans, un millénium. Mais après le millénium, Satan is loose for a little time, ou une petite saison, qu'on pourrait dire. OK? Alors, la représentation de la chaîne détachée sur la Statue de la Liberté concorde beaucoup avec les écrits des Révélations et avec le début de la petite saison. Alors, tout ça mériterait beaucoup juste un chapitre, mais comme je vous dis, j'ai pas le goût de tout rentrer dans les détails. Ceux que ça pourra les intéresser, vous pourrez continuer à faire vos recherches sur chaque sujet d'une façon indépendante et peut-être nous les partager éventuellement. OK? Ezekiel 28:13 would describe the original perfection and divine craftsmanship of the anointed cherub. Pardonnez-moi mon anglais, les anglais, là. J'ai un très mauvais anglais. Mais grosso modo, c'est comme un peu pour dire que Satan, ou on pourrait dire Lucifer, était un ange qui avait qui était que Dieu a créé pour créer la musique divine au ciel. Donc, a des grandes habiletés musicales, OK? Curieusement, c'était supposé être la première face de la Statue de la Liberté ou la face originale qui aurait été modifiée. Et quand on le regarde, je trouve qu'il y a un petit air de Elvis. Je dis ça comme ça, mais bon. Elvis, Elvis. Je dis ça comme ça. Elvis. Ici, on a une petite lettre d'un grand franc-maçon du 19e siècle, Albert Pike, Monsieur Pike. OK? Oups, j'étais trop vite. Ah oui. OK, on va faire une petite pause ici 2 secondes. Et j'ai eu un petit problème technique. Comme je vous parlais, on va aller voir un PDF écrit par Monsieur Albert Pike,
un grand franc-maçon de 33e degré, euh, qui a écrit à Massini, Massini qui était un révolutionnaire italien dans les mid-80s, as well, aussi le directeur des Illuminati. Ah, gardons ça. OK? Fait que, grosso modo, c'est une lettre qui est facilement trouvable sur l'Internet, qui date du 15 août 1871, qui explique le plan des Illuminati euh, pour les trois guerres. OK? Et curieusement, Albert Pike, ici, qui est un 33e degré de franc-maçon, occultiste, Grand Master, Creator of the Southern Jurisdiction of the Masonic Scottish Rite Order, des beaux grands mots. Ben, sans entrer dans les détails, il décrit comment que le First World War must be brought in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Tsar in Russia and making that country a fortress for aesthetic communists. Alors, dans le fond, il explique le plan des guerres. Fait que le but, c'est de weaken the religion. OK? Affaiblir les religions, en gros. La Deuxième Guerre, hein, il explique comment qu'avec le nazisme, on va réussir à créer a sovereign state of Israel in Palestine. En passant, je vais faire un petit commentaire. La Bible, Israël, ça n'a rien à voir avec Israël ou ce qu'il est géographiquement aujourd'hui dans la petite saison. Le Israël qui est aujourd'hui dans la petite saison a rien à voir avec le Israël dans la Bible. C'est deux choses complètement différentes. Mais on pense que c'est la même chose. Naturellement, juste ce sujet mériterait plusieurs épisodes, mais il y en a qui l'ont très bien fait. Il y a quand même des travaux intéressants là-dessus, mais on va en rester à notre Monsieur Pike, que le but de la Deuxième Guerre, c'était de créer Israël en Palestine, mais effectivement, c'est ce qui est comme arrivé, hein? Euh, Puis le communisme must become strong enough in order to balance Christendom. Bon, la Third War, la Troisième Guerre, ben là, elle veut prendre. Là, on pourrait, comme mon anglais est pas très bon, tiens, on va retourner au document. Vous pouvez le lire peut-être un peu par vous-même, je vais l'agrandir. Mais, grosso modo, c'est de jouer avec les Zionistes, hein? The war must be conducted in such a way that Islam and political Zionists, the state of Israel, mutually destroy each other. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui, hein? Pendant ce temps-là, les autres nations vont être divisées entre elles sur ce qui est pour fighter, to fight the point of complex physical, moral, spiritual, economical exhaustion. Je ne sais pas pour vous, mais ce que j'observe dans le monde dans lequel je vis, autour de moi, ça ressemble beaucoup à ça. We shall unleash the nihilists and the atheists. OK, ah oui, les nihilistes et les athéistes. Ah ben oui, oui. And we shall provoke a formidable social cataclysm. Un cataclysme social, ouais. Il me semble que ça fait du sens dans ce que je vois dans mon monde. Euh, Toujours des choses comme un joueur de baseball est payé 500 millions par année.
C'est une petite parenthèse. C'est parce que des fois, quand j'entends des chiffres de même, j'ai l'impression d'être comme dans un monde parallèle. Il tire des balles. Ah, il est bon, il attire bien la balle, là. Il frappe la balle à part. Il est bon. Hey, là, 500 millions par année. Je veux dire, de plus en plus dans les villes autour de moi, je veux dire, les gens couchent dehors parce qu'ils sont plus capables de se payer un logement. Bon, c'était une parenthèse, là. Des fois, je fais des petits pétages de fuse, ça en est une, là. Alors, que social cataclysme, in all its honor, will show clearly to the nation the effect of the absolute atheist origin of savagery and the most bloody turmoil. Bon, écoute. Then everywhere the citizens vont être obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire qui vont détruire la civilisation, délusionner la christianité, euh, the compass the anxious for ideal, but knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. OK. La pure doctrine de Lucifer, celui qui apporte la lumière, va être mis aux yeux du monde. Mais ça ressemble curieusement à ce que j'observe présentement. OK? La manifestation va résulter à une réaction générale qui va conduire à la destruction du christianisme et de l'athéisme, les deux conquéris et exterminés en même temps. Bon, écoute, il y avait tout un plan, ce monsieur Pike, ce 33e degré franc-maçon. Il a l'air très sympathique, hein, dans le fond. C'est un bon monsieur sympathique. Bon, il est né à Boston, au Massachusetts. Ça n'a pas d'importance, le reste, pour l'instant. Écoute, on pourrait American Civil War, on pourrait voir plusieurs autres choses sur Monsieur Pike ou sur les francs-maçons en général, mais comme je vous disais, c'est juste une parenthèse. Mon but est pas de rentrer dans tous ces sujets-là. Je voulais juste que dans ce qu'on va continuer à voir, vous ayez une idée qui est derrière un peu tout ça. OK? Naturellement, c'est très, 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 très bien organisé, hein? Ça commence par l'école. Oui, ça commence par l'école. Bon, j'ai jamais appris à l'école à faire pousser une carotte, mais bon, c'est un autre sujet. Je crois qu'aujourd'hui, il y a certaines écoles qui tentent d'apprendre ça aux enfants. C'est une bonne chose. D'accord. Alors, on va aller dans le prochain vidéo. Donnez-moi 2 petites secondes sur mon PowerPoint. La prochaine facette, ce que je voulais montrer, on va y aller comme ça, from the current slide view. Bon, c'est le dernier. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, mais comme je vous disais, il y a 2 choses que je trouve importantes pour comprendre les grands mensonges. Hein, c'est la géographie et l'histoire. Et aussi, ben, quand je vous ai montré le graphique dans le premier épisode de la Sonde Parker, ben, puis que cette espèce de graphique, le même tableau revient avec toutes sortes de choses, que ce soit historique ou évolution, c'est toujours comme le même pattern, toujours la même agence.
Bon, la prochaine vidéo, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur la théorie de l'évolution. Souvent, on dit oui, mais les scientifiques, les universitaires, ceux qui vont dans l'université et qui étudient, eux autres, ils savent. Mais bon, il y a quand même des scientifiques honnêtes et intelligents. Mais faudrait jamais oublier qu'ils sont bien payés, hein? Pour être un professeur d'université, t'es bien payé. Alors souvent, même si dans ta tête, il y a des choses que tu remarques qui marchent pas et qui sont pas logiques dans les livres, c'est fort possible que tu n'aies pas le goût d'en parler plus qu'il faut. Parce que t'aimes bien la vie que t'as, t'aimes bien la maison que t'aimes bien le chalet que que tu possèdes, t'aimes bien tes fins de semaine de ski. Et tout ça, ben, est tout à fait normal, hein. Alors, j'en voudrais pas à personne qui voudrait pas parler, mais il y en a qui parlent. Puis il y a quelques scientifiques dans ce petit documentaire-là qui dure 10 minutes environ. Vous m'excuserez pour la qualité de l'image, j'ai tenté de le trouver, mais c'est un documentaire qui date de très longtemps. Je crois que même que ça a été fait, produit par la BBC, mais là, peut-être pas, là. Peut-être que je m'avance, que c'est de mémoire. Bon, la qualité de l'image est piètre, mais par contre, les propos sont là. Puis, bon, alors, on va essayer de avoir une nouvelle vue sur cette fameuse théorie de l'évolution, hein? L'homme qui était à l'origine qu'une petite cellule perdue dans un océan et qui est devenu une salamandre, non, un petit poisson avant peut-être, une salamandre qui a eu des petites pattes, qui est devenu un sanglier, puis après ça, un singe, puis après ça, un humain avec un bâton, le bâton, boum, 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 ils ont fait du feu, oh, ah, le feu, ouh, ouh, feu, feu, ouh, feu, feu. Bon, c'est une histoire. J'avoue que ça fait des bons films. Ça, on va leur donner. Ça peut faire un bon film. Mais bon, on va écouter ces scientifiques parce que quand même, là, on parle aussi de gens qui ont étudié, pas des stupides comme moi qui, tu sais, ont pas de lettres de notoriété universitaire. Mais ces gens-là l'ont. Et bon, c'est pas le seul que j'ai vu. J'en ai vu plusieurs dans plusieurs domaines parler. Naturellement, je peux pas toutes les présenter. C'est ça qui est toujours un peu fatigant quand quelqu'un essaie de vouloir présenter des vues différentes de notre monde. Ben, ça prend des fois plusieurs documents, mais malheureusement, je ne peux pas toutes les présenter. Mais sur ce, je me tais et je les laisse parler. Bon. Il est tout de même difficile de croire que tous ces biologistes, zoologistes et autres savants puissent se tromper. Après tout, ils ont été formés dans les meilleures universités. Peut-être que le professeur Maciej Giertych de l'Académie des sciences de Pologne, appartenant à l'Institut de dendrologie et enseignant la génétique des populations à l'université de Torun, pourra nous éclairer. Un vrai savant tire ses conclusions de l'observation et des données expérimentales. Les scientifiques étudiant la génétique, la cytologie, l'anatomie et d'autres domaines des sciences expérimentales
sont sûrs et dignes de foi, quoi qu'ils pensent par ailleurs de l'évolution. C'est la démarche de la science, mais il faut se méfier dès que quelqu'un se proclame expert en évolution. Pourquoi dites-vous cela? Parce que l'évolution n'est pas une science, mais une philosophie. Les savants se fient les uns aux autres, aussi acceptent-ils souvent ce que déclarent les évolutionnistes, à savoir que l'évolution est une science. Mais ce n'est pas vrai. Que la théorie de l'évolution soit une science n'est qu'une opinion de certains théoriciens de la biologie ou philosophes. N'y a-t-il aucune preuve scientifique à l'appui de l'évolution? Ce qu'on prétend être une preuve de l'évolution est le fait indéniable que tout organisme a des parents, au moins un parent. Quand on applique cette vérité à l'époque où n'existaient ni fourmis, ni grenouilles, ni hommes, cela conduit au postulat non scientifique que la première fourmi provient d'une non-fourmi, la première grenouille d'une non-grenouille, le premier homme d'un non-homme, et ainsi de suite. Pourquoi dites-vous que cela n'est pas scientifique? Parce que les données que nous possédons ne le prouvent pas. La science génétique établit clairement qu'un tel changement n'est pas possible. Les évolutionnistes vont encore plus loin. Ils déclarent que des êtres vivants proviennent de matière non vivante. Mais s'il n'existe aucune observation à la base de ce que déclarent les évolutionnistes, comment peuvent-ils convaincre tant de savants que l'évolution serait un fait scientifique? Leur principal argument est que de petites mutations positives ou bénéfiques s'opèrent dans les cellules de la reproduction et sont ensuite conservées par sélection naturelle. Ils soutiennent que ces mutations s'additionnent et amènent une espèce à évoluer graduellement vers une autre espèce. Non, je suis généticien et je puis confirmer qu'au cours de toutes les recherches de tous les laboratoires du monde où l'on a produit des générations et des générations d'organismes vivants, jamais, nulle part, aucune mutation positive n'a été observée. Et dans la population qui a été la plus étudiée, celle des hommes, toutes les mutations connues sont soit neutres, soit négatives. Elles n'ont jamais amené d'amélioration. D'ailleurs, la nature est programmée de façon à protéger l'altération des gènes et à corriger les erreurs qui se produiraient. Mais si les mutations ne sont pas à la base des changements, qu'est-ce qui cause les différentes variétés d'animaux et les différents types d'hommes? Les variétés proviennent des combinaisons, du mélange des gènes pendant la reproduction sexuelle. Les organismes adaptés à des conditions précises se concentreront dans un environnement qui offre ces conditions-là. En se croisant entre eux, ils formeront un groupe qui deviendra une variété. En outre, si accidentellement un groupe se trouve isolé, des traits particuliers y apparaissent et lui donnent un aspect distinct. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Mais ces variétés ne représentent-elles pas une certaine forme d'évolution? Beaucoup de gens soutiennent que par ce processus, de nouveaux types biologiques vont apparaître. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce qui se produit, c'est que quelques gènes ont été enlevés à la population globale et la population obtenue s'en trouve appauvrie. Son contenu génétique est amoindri. De plus, s'il n'y a pas de nouveaux gènes, il n'y a pas de potentiel pour de nouveaux organes ou de nouveaux organismes. On obtient seulement une variété différente d'une même espèce. Ce procédé est utilisé aujourd'hui dans l'élevage. Par sélection et isolation, on obtient de nouvelles variétés d'animaux et de plantes, par exemple des chevaux, des vaches, des chiens, des céréales, etc. On sélectionne ce qui est utile à l'homme ou qui présente telles qualités qui ont un intérêt particulier pour nous. Mais ces populations sont des groupes restreints, très dépendants des conditions extérieures que l'homme leur réservera.
Si l'on ne s'en occupe plus, ou elles mourront, ou si elles survivent, elles retourneront à l'état sauvage, en cessant d'être une variété distincte. They will return to the wild state. They will cease to be a separate variety. Alors, si les formes de la vie sont plus résistantes à l'état naturel, un changement qui se produirait dans la nature, aurait-il une bonne chance de durer? Just mixing of genes. Le simple mélange de gènes dans des conditions naturelles ou artificielles ne produit pas de nouveaux gènes. For evolution, Pour qu'il y ait évolution, il faudrait de nouveaux gènes chargés d'informations génétiques. no natural process known to La science science ne connaît aucun processus naturel qui produise de nouveaux gènes, que ce soit par isolation, par sélection, mutation ou croisement. or breeding. This is not possible. Cela est impossible. Pourquoi alors apprend-on aux enfants qu'une espèce peut évoluer en une autre? But I think it is because Je crois que c'est evolution- parce que les évolutionnistes ne veulent pas accepter l'idée que les gènes contiennent autant d'informations utiles, c'est-à-dire assez pour chaque fonction précise que doit remplir chaque organe. it's C'est essentially seulement that, depuis que nous savons lire le code génétique que nous connaissons la quantité d'informations contenues dans ces gènes. information contained in the genes. There's no La science ne sait pas comment cette information pourrait apparaître spontanément. continuously. It requires Cela nécessite l'intervention d'une intelligence et ne peut arriver par hasard. just mixing Mélanger simplement des lettres ne crée jamais de poésie. molecular biology. La biologie moléculaire montre clairement que jamais dans le passé il n'a pu exister d'organisme simple. All organisms Tous les organismes vivants, aussi primitifs qu'ils paraissent, sont complexes en réalité et regorgent d'informations, and we know lesquelles that ont dû être là dès le début. at the very beginning. For example, Par exemple, le système redoublé dans la protéine très complexe ADN-ARN de la cellule doit avoir été parfait dès le début. Sinon, les systèmes vivants ne pourraient exister. could not La seule explication logique est que cette grande quantité d'informations provient d'une intelligence. came from intelligence. Every Chaque bacteria, every bactérie, microscope, chaque cellule microscopique est programmée avec tant de précision que nous devons supposer que l'information qu'elle contient doit venir d'une intelligence bien supérieure à la far beyond nôtre. our own. The evolutionists Les évolutionnistes ne veulent pas accepter ce fait si évident. Aussi produisent-ils des théories qui n'ont pas de valeur scientifique, because car elles n'expliquent pas comment la nouvelle information génétique serait produite. Il est curieux que les livres d'école et ceux d'histoire naturelle continuent d'affirmer que les savants acceptent l'évolution comme un fait scientifique. established fact. Yet, Le programme que nous venons de voir montre des savants qui s'opposent absolument à cette idée. being a fact, Ils refusent même à l'évolution la qualité d'hypothèse scientifique. appear to be an acceptable hypothesis. L'idée d'une évolution graduelle des hommes à partir de créatures telles que les singes australopithèques n'a aucun fondement et doit être rejetée. La complexité se trouve au commencement. creature Pour le généticien, c'est une preuve indéniable que l'évolution biochimique n'a jamais eu lieu. by genetic data at all. Donc la théorie de l'évolution n'a aucun fondement dans la géologie. De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. L'évolution n'est pas une science, c'est une philosophie. Nombre de savants arrivent à la même conclusion. Ils déclarent que si on continue à croire à la théorie de l'évolution, malgré l'évidence incontestable qui s'y oppose, c'est bien pour une raison philosophique et non scientifique. And not for scientific ones. La récente découverte qui montre que les strates dans les roches se forment latéralement est d'une importance capitale. Enormously important. On ne peut plus ranger les espèces fossiles en grades évolutifs. Into evolutionary trees. It also Cela explique pourquoi on n'a jamais découvert de lien fossile entre les différents types d'animaux ou de plantes. different kinds of plants have never been found.
finally, Et les hommes des cavernes, ne seraient-ils pas la preuve que des hommes primitifs ont évolué en hommes civilisés? Voici encore une légende basée sur la théorie de l'évolution et sur la position des fossiles dans les roches. Nous savons actuellement qu'on ne peut déterminer l'âge de la Terre à partir des roches sédimentaires, dont la plupart auraient pu être formées par une seule catastrophe aquatique. Les restes fossilisés de ces hommes proviendraient donc de groupes de gens vivant avant cette inondation, coupés du reste de la civilisation. De nos jours également, on découvre de petits groupes d'hommes vivant complètement à part, de façon primitive, très semblables à ces hommes primitifs. D'ailleurs, si la grande majorité des roches sédimentaires ont été formées par le même cataclysme, il n'y a aucune raison de mesurer la vie terrestre en millions d'années plutôt qu'en milliers d'années. Les personnalités scientifiques qui ont été présentées dans ce film ne sont que quelques-unes parmi les milliers qui sont arrivées à la même conclusion. La théorie de l'évolution n'est qu'un conte de fées pour des adultes. C'est pas moi qui le dis. La théorie de l'évolution n'est qu'un conte de fées pour adultes. Mais si tu rentres dans une école, une université, puis tu dis ça, tu vas te retrouver chez le directeur en pénitence. Ou on pourrait même t'enfermer dans un asile éventuellement. Mais bon, ce que j'ai retenu aussi dans ce petit documentaire, c'est que la Terre n'a pas des millions d'années, aurait plutôt des milliers d'années. Et curieusement, ça court, curieusement, c'est comme écrit dans un livre qui s'appelle la Bible, où les temps sont comptés à la minute, à l'année. C'est impressionnant. Non, l'homme a 7000 ans. Pas des milliers et des milliers d'années, des millions d'années, 7000. Ce qu'il y a eu avant l'homme, ça, oui, pour moi, il y a eu un avant l'homme. Je vous en parlerai éventuellement. Car on vit pas sur une roche perdue dans l'espace. Non. On vit dans un dôme, en haut, au-dessus de l'eau. OK? Les étoiles, on va le voir bientôt. C'est pas ce qu'on nous a dit à l'école, comme ce qu'on vient d'apprendre sur la théorie de l'évolution. Mais ceux qui ont construit le système éducatif ont bien pensé à tout ça. Et on est bien formaté. Fait qu'on va continuer dans le prochain PDF. On va retourner voir notre monde avec d'autres petites vidéos. On va observer notre monde, mais on va écouter quelques personnes qui auraient été dans l'espace aussi. Alors, bon, il va falloir que je parte le PowerPoint. Donnez-moi 2 petites secondes. OK. On va faire une petite observation, un petit vidéo. Pas très long, c'est juste. En passant, on voit beaucoup d'images de notre planète du haut du ciel, comme des personnes de Red Bull ils ont fait des vols, des chutes libres incroyables. Mais n'oubliez jamais qu'il y a une lentille de caméra qui s'appelle le fisheye, que la NASA se sert en- continuellement, et d'autres personnes comme les Red Bull, parce que aux autres qui possèdent Red Bull,
on va s'en reparler, mais je pense que vous pouvez avoir une idée. Ah oui, ça c'est notre Neil national. Ah oui, celui qui travaille pour nos amis maçons. Un très grand maçon lui-même, continuellement dans les médias à nous rappeler que la Terre est une boule. Non, mais c'est vrai que dernièrement, il a dit, elle a plutôt une shape d'une poire. Ah, ça, j'ai comme, ouh, la Terre tout d'un coup est plus ronde, mais plus une forme de poire. Et il y a un problème avec les photos de la NASA, mais bon. Écoute, comme il travaille pour la NASA lui-même, c'est un très grand scientifique. Oh, enfin. Mais ce qu'on vient d'observer, ben, c'était plat. Oui, mais Fred, là, c'est parce qu'on le voit pas. Oui, mais là, à l'instant, là, avez-vous idée de la longueur de la ligne d'horizon qu'on voit, à la hauteur qu'on la voit? Je vais faire juste, je veux pas rentrer dans tous les calculs, on y reviendra un autre tantôt. Mais ceux qui connaissent Québec-Montréal, pour les Québécois, hein, la distance entre Québec-Montréal, c'est 500 kilomètres, 250 quelques milles. Ben, vous pouvez faire l'exercice avec le AI, ce que j'ai fait. La courbature de la Terre, hein, si c'est une boule puis ça courbe, ben, entre Québec et Montréal, ce serait 7500 pieds. Le mont Everest, c'est 15 000 pieds. Donc, la moitié du mont Everest de courbature. Oui, mais tu peux pas le sentir, t'es dessus. Là, il y a sentir puis sentir. Quand tu prends la route, la 40 ou la 20, puis tu fais Québec-Montréal, tu longes le fleuve. Alors là, vous allez me dire que l'eau monte pendant 7500 pieds par descend pendant 7500 pieds. Moi, j'ai fait la route pendant des années, à toutes les semaines. Ça veut dire que je montais 7500 pieds, puis je descendais 7500 pieds. Avoir su, je l'aurais mis sur le neutre quand je descendais, ça m'aurait coûté moins cher de gaz. Et, comme je vous dis, on va laisser les grands de ce monde parler. Moi, je ne suis qu'un illustre illuminé qui a quelques fils déconnectés. OK, on va passer au prochain vidéo. Quand je vous dis qu'ils aiment nous le dire en pleine face, ben, vous allez me dire, oui, mais là, c'est Hillary, là, elle parlait de politique, puis c'était des. Ouais, ben, des fois, ils font des jeux de mots, mais elle fait partie de ceux qui savent, d'après moi.
Elle dit pas ça innocemment. I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. Ouais, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on n'a pas encore réussi à briser le glass ceiling, hein, le dôme. C'est pas qu'ils n'ont pas essayé d'envoyer des bombes, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Ils sont présentement, j'ai des témoignages je sais pas si c'est vrai, mais de certaines personnes de l'armée, des pilotes qui racontent des histoires. Ils essaient de creuser dedans aussi, pas juste en haut, mais aux extrémités. Le seul problème, c'est que plus qu'ils creusent, plus que ça se referme après. C'est comme un peu une plaie sur notre corps. Ça a tendance à s'auto-guérir. Mais bon, on va passer aux prochaines vidéos, justement pour vous parler de quelque chose qui s'appelait l'opération Fishbowl. Fishbowl? Pourquoi Fishbowl? Intéressant. Où est-ce qu'ils ont essayé de briser justement ce glass ceiling? On va voir, il y a 2 petites vidéos là-dessus. Look at the last sentence in the first paragraph. It says, the Thor missile was used to lift warheads into near space to conduct high-altitude nuclear explosion tests. These shots were collectively called Operation Fishbowl. So what happened was the government, when they started making missiles that were powerful enough that they thought they could break through the sea of glass, they, during the Cold War, used the Cold War as a tactic for exploding high-altitude missiles to try and break through what they already knew was the dome on the Earth. And actually what happens, if you read the rest of the article, these missiles would hit up at a certain altitude, and then light would shine all the way to the other hemisphere. And the reason that was is because they were hitting that glass, and the glass was reflecting it all the way across the sky. It's not some globe Earth where they're just trying, why would they just shoot a missile in the air to see how high it can blow up? Like are they just playing with rubber bands? Like, they're doing it for a reason, and they called it Operation Fishbowl for a reason. Bon, naturellement, c'est un petit vidéo What they rapide. already knew. L'opération Fishbowl, c'est quelque chose que j'ai vu bien des années dans des documents de conspirationnistes. J'avais aucune image, aucune vidéo. C'était seulement les documents qui venaient des instituts officiels. C'était dur de savoir pour moi. À ce moment-là, je comprenais pas vraiment qu'est-ce que c'était l'opération Fishbowl parce que j'étais pas conscient qu'il y avait un dôme. Ah, ça aide pas à comprendre les opérations, mais j'étais au courant de l'opération militaire Fishbowl, l'opération Dominique. Ça, je la connaissais. Mais comme je connaissais pas, car je ne savais pas moi-même qu'il y avait un dôme, ben, c'était plus dur de comprendre. Mais maintenant, ça fait tout son sens. Puis une chose, je vais revenir à ces images-là, mais je vais arrêter sur une image ici. Ben, je veux dire, si on voit ici les 3 images, on appelle ça des phénomènes sundog. Puis ça, j'en ai d'autres plus tard, je crois, des plus grosses images, mais plein de personnes voient ça. Dernièrement, j'ai vu comme des gens qui faisaient du ski sur une montagne, puis il y a eu ce phénomène-là. Là, ils disent, mais là où il y a des gens qui parlent, ils disent, ah, mais on voit 3 soleils, 2 lunes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une planète qui s'en vient, une nouvelle planète là, qui apparaît. Non, c'est pas des nouvelles planètes. On est dans un dôme. Il y a des reflets dépendamment d'où
sont le Soleil et la Lune. Ils se reflètent dans le dôme. OK? Alors ici, on voit les reflets du Soleil dans le dôme, puis on voit même la première étage du dôme, il y a plus qu'un dôme. Il y a comme 7 étages, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, hein, qui se reproduisent. Fait qu'on voit ici le deuxième dôme. Bon, je vais avoir des meilleures images plus tard. C'est juste un prémisse à ce qui s'en vient dans d'autres épisodes. Mais d'être conscient qu'il y a plusieurs phénomènes visuels comme ça. On les voit, mais si on ne sait pas qu'il y a un dôme, ben, on ne pense pas que c'est un dôme. Hein? C'est comme les arcs-en-ciel. On pense pas que ça arque parce qu'il y a un dôme. On pense pas que les couleurs se défont parce que quand on voit la pochette de Pink Floyd, le triangle, la lumière qui rentre dans le triangle, les couleurs qui se séparent. Euh, Pourtant, c'est la même chose, l'arc-en-ciel. Hein? On va voir aussi que les arcs-en-ciel, curieusement, plus tu t'approches du nord, plus les arcs-en-ciel sont arqués, plus tu vas vers le sud, plus les arcs-en-ciel, l'arc est petit. Ce qui fait du sens, scientifiquement parlant, si on est sous un dôme. On va passer au prochain petit vidéo. C'est le film, je crois que c'est le film original d'une opération Fishbone. D'après moi, il y en a eu plus qu'une lancée, mais... Enfin, c'était l'explosion d'une des bombes sur le dôme. Oh ben Fred, t'es fou, là. Ils sont fous. Ouais, ils sont fous, ces Romains, que disait Obélix. Ah oui, ils avaient peur, hein, qu'une chose, les Gaulois, c'est que le ciel leur tombe sur la terre. Mais je suis bien d'accord avec eux autres. Ça doit être plutôt humide si ça ouvre ces trappes du dôme. Ça risque d'être humide, comme on dit. Mais vous allez me dire, mais pourquoi qu'ils font ça, ils sont fous? Hmm. Je dirais qu'il y en a qui sont pas contents d'être sous le dôme. C'est peut-être pas leur endroit d'origine. Hein? Ils viennent d'en haut. Ils sont descendus. Le tiers des anges sont descendus. Ils ont suivi le porteur de lumière. Mais ils peuvent plus retourner. Ils sont pas contents. Mm-mm.
Bon, là, vous dire, Fred, tu délires. On verra ça plus tard, OK? C'est des sujets à étudier plus tard. Une chose à la fois. Alors, le prochain petit vidéo, c'est quoi? On va aller voir. Ah oui, c'est intéressant d'observer aussi. Je suis quelqu'un de son, hein, j'ai fait beaucoup de musique et de son. On va écouter la prochaine vidéo, plus que de voir. This is one of the quietest rooms in the world. Known as an anechoic chamber, it's perfectly designed to remove sound reflections and echo. As well as one of the loudest rooms in the world, the reverberation chamber. I wanted to do a couple tests to compare this room to the reverberation room. For fun, here's the direct comparison. Today I'm going to show you why thunder proves the dome above us. Thunder needs to hit a solid object to occur. You can't have a thunder without a starting point. This is easy to demonstrate. Here is a good example of what I mean. I first bring out my Van de Graaff generator, then fill a bottle with water. I then place that on top of the Van de Graaff generator. I turn the Van de Graaff on, and this happens. The sound of the thunder proves that there is a dome above us, because thunder doesn't produce multiple explosions, rather it produces one explosion sound. They call the thunder sound a thunderclap. This is because it sounds like a clap, but that clap has echo to it which make it sound like multiple sounds. In order to have an echo, you'll need to be inside a closed area, because sound waves needs to hit an object for an echo to occur. Here is a video of a guy blowing a balloon inside a nuclear power plant. When slowed down it sounds just like thunder. Light travels much faster than sound waves. That's why we see lighting occurs before the thunder sound. There are so many evidence for the dome. Sun dogs, rainbows, thunder are some of the ones that prove the firmament above us. The Earth is flat, closed, and stationary. Space is fake. Thank you for watching. Please share this video so more people know about this. So I did share it. Donc le son, hein? Je crois que on peut faire quand même bien des parallèles.
Ça prend une réflexion, comme c'est très bien expliqué dans la vidéo. Un éclair, ça part pas du vide. Hein? Science de base, un liquide always reaches level, hein? A gas always need a container, hein? Un gaz a toujours besoin d'un contenant pour être contenu. Okay. On va aller voir le prochain vidéo. Bon. Voici le prochain vidéo. Ben, je pense que vous avez compris, hein? C'est la ville de Chicago vue de l'autre bord du lac. Donc, oui, mais là, ça passe régulièrement aux nouvelles. On voit la ville de Chicago, c'est un phénomène de mirage. C'est un effet visuel de mirage qui crée le fait qu'on voit les buildings au complet. Il y aura toujours une explication comme ça. Mais la réalité, c'est que le lac est droit. Il y a le lac là, mais j'ai d'autres images, j'ai d'autres équipes. Un lac en Russie qui a 200 kilomètres gelé l'hiver. Ils ont pris un laser, puis le laser, il traverse le lac à un pied, puis il finit à un pied l'autre bout. Fait que, à un moment donné, on peut vouloir toujours expliquer puis trouver des explications pour se prouver que la Terre est ronde. C'était un peu normal. Mais à un moment donné aussi, il faut aussi être logique. Bon, on va en mettre un autre. On va essayer de voir. C'est un petit peu plus long, mais il vaut la peine. Puis on va peut-être finir avec 2 témoignages d'astronautes. On va voir la prochaine épisode. On va se revoir pour la prochaine épisode. Bon, laissez-moi partir ça ici. Bon. A lot of people would have you believe the Earth is round. Well, we'll see. What is the flat Earth theory? Well, the flat Earth theory posits... Let me stop you right there. The flat Earth is not a theory, and doesn't posit anything besides demonstrable, empirical, objective facts. For example, it is a fact, not a theory, that bodies of water always seek and find their own level.
From a beaker, a bottle, or a bathtub, to a pond, lake, or an ocean, the natural physics of water and other liquids is to find and remain level. It is an unproven, unscientific theory with no observable, measurable, or repeatable evidence to claim that bodies of water can somehow bend, cling to the exterior of shapes, and show convexity upon their surface. It is a fact that the majority of Earth is covered in such level water, thus making it an unscientific theory to postulate that Earth is actually a gigantic sphere with bendy oceans curving all the way around it. It is a fact, not a theory, that the horizon always appears perfectly flat, 360 degrees around the observer, regardless of altitude. All amateur balloon, rocket, plane, and drone footage show a completely flat horizon as high as we can reach, over 20 miles, or 120,000 feet up. The only time the horizon ever bends is when viewed through a fisheye lens, or a curved commercial airplane window. It is also a fact that the horizon always rises to the eye level of the observer as altitude is gained, so you never have to look down to see it. If the Earth were in fact a globe, no matter how large, as you ascended, the horizon would stay fixed, and the observer would have to tilt looking down further and further to see it. It is a fact, not a theory, that we are able to observe objects at incredibly long distances, far beyond what would be possible if Earth were a globe 25,000 miles in circumference, as we're told. For example, it is a fact that in Genoa, Italy, from just above sea level, on clear days, it is possible to see the distant islands of Elba, Gorgona, Caprea, and Corsica 80 to 125 miles away. It is a necessary theory that the globe Earth must curve 8 inches per mile squared if it really be a ball 25,000 miles in circumference. But based on such a theory, these islands would all be completely hidden behind thousands of feet of curved Earth. In fact, the record-breaking longest distance zoom photograph ever taken recently showed Pic Gaspard from Pic de Finestrelles a whopping 275 miles away, at a height of under 10,000 feet, where, based on correct curvature calculations, the entire mountain should be invisible behind several miles of curved Earth. It is an observable, testable, repeatable, scientific fact of reality that Polaris, the North Pole star, situated perfectly over the North Pole center of Earth, never moves a single inch, night after night, year after year, century after century, with all the other fixed stars remaining fixed in their relative constellations, revolving perfect circles around Polaris. It is an unobservable, unproven, unscientific theory to claim that thousands of years ago Polaris mysteriously did move, and Thuban or other stars became the center of rotation. It is also an unobservable, unscientific theory to claim that the Earth is spinning 1,000 miles per hour around an axis, while rotating tens of thousands of miles per hour around the Sun, while the entire solar system circles hundreds of thousands of miles per hour around the Milky Way, and the Milky Way shoots millions of miles per hour more off through infinite space, when we cannot see, hear, feel, or otherwise observe or prove any such motion. And we can see clearly for ourselves Polaris never moving and all the other stars revolving around it. Not only that, but such circular star trails around an unmoving pole star prove that it is the stars themselves moving and not the Earth. If the Earth were truly a tilting, wobbling, spinning space ball undergoing these multiple contradictory motions through the universe, you would only see irregular spiral-shaped star trails, and the night sky would never be the same twice. It would be impossible for constellations to exist whatsoever if Earth were truly undergoing these various theoretical motions. And those are just a few of the countless, observable, testable, repeatable, scientific facts of our level, motionless plain Earth that have been marginalized, suppressed, and ridiculed for centuries in favor of various unobservable, untestable, unscientific theories purporting we live on a tilting, wobbling, spinning ball. The Earth is not a globe, as you have come to know it, but is in fact a flat disc-like shape. It's kind of a lot like this. Yeah. It suggests that the Earth's land masses lie flat. And to better understand this, let's go all the way back to the Bedford level experiment with Samuel Burley Robotham.
So let's go to the chalkboard and the Bedford level experiment. Sir Samuel Burley Robotham, don't know if that's how it's pronounced, kicked off this whole flat earth thing with the Bedford level experiment. Samuel Robotham was a prominent and vocal flat earth proponent in the 19th century, but he certainly didn't kick off this whole flat earth thing. From the beginning of recorded history, and for thousands upon thousands of years, cultures across the entire world all believed the earth was flat. The cosmology of literally every pre-Copernican culture, besides a few ancient Greek philosophers, described a stationary plane earth, and not a spinning ball. What he did is he started on a long river, and he stood here, this is him, with a telescope, and he had his friend in a boat ride a number of miles down the river. So this was what he was suggesting. Because of the curve of the globe, he shouldn't be able to see his friend after about 6 miles. The top of the sail should have been about 11 feet under his view, but he saw his friend go like more than 6 miles. The whole time he saw the whole boat and the whole thing just like this. That led him to thinking that Earth is not a globe. Samuel Robotham was already well aware that Earth was flat and motionless. His Bedford-level experiments, there were many actually, were designed to demonstrate this fact. He conducted several experiments using telescopes, spirit levels, and theodolites, special precision instruments used for measuring angles in horizontal and vertical planes. By positioning them at equal heights, aimed at each other successively, he proved over and over the Earth to be perfectly flat for miles without a single inch of curvature. Robotham's findings, beginning with his 1864 book, Earth Not a Globe, an experimental inquiry into the true figure of the Earth, proving it a plane without axial or orbital motion and the only material world in the universe, caused quite a stir in the scientific community, and thanks to 3 decades of his efforts and those of his colleagues in the Universal Zetetic Society, the shape of the Earth became a hot topic of debate around the turn of the 19th century. And this is where people kind of hit the wall on the flat Earth thing. Where's the edge? Wonderful question. I've got answers. This is essentially what the shape of the flat Earth looks like. And of course, if these are the edges, your next question would be like, well, why haven't we fallen off? Well, that brings me to the ice wall. Once you got the land masses, and they're all there, they have this ice wall. And so, this is what they believe it looks like. So you got your Canada, US, Mexico, there's South America in there, and then Russia, the other big old landmass. They believe that the Antarctic surrounds the Earth. It is a fact, not a belief, that if you travel southwards from anywhere on Earth, keeping the pole star exactly 180 degrees to your back, you will arrive in Antarctica. The vast majority of Antarctica's coastline is raised significantly above the water level, usually around 100 to 200 feet, thus why it is sometimes referred to as an ice wall. And keeps the water in between the ice mass, just like this. Look at that. These are the principles of the Flat Earth Society. Honestly, seeing it like this, it's not so crazy. You joke, but this model of contained, level water is actually a legitimate demonstration of our objective reality. Ball that Play-Doh up into a spherical Earth and pour that water on. Now which one is the joke? Ballers will retort that gravity magically causes water to stick to and curve around such balls, but try as they might, they cannot reproduce this claim on a scalable model. So we just have to trust them. Bon. Je disais que ce qu'on vient de voir comme sur la Flat Earth, on va y revenir parce qu'on peut croire que la Terre est ronde, on peut croire, mais bon, les faits scientifiques sont durs à prouver. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont parlé dans la vidéo de la Flat Earth Society. Ben, c'est exactement le genre de constat qui arrive quand je vous parle des francs-maçons qui travaillent dans les deux côtés. La Flat Earth Society, elle n'est pas là pour apprendre sur la Terre plate. C'est contrôlé par les francs-maçons. Comme tout le mouvement de Terre plate qui existe depuis, je dirais, qui a pris de l'ampleur au cours des 10 dernières années, 15 dernières années, est contrôlé, par les francs-maçons. D'où l'importance du premier vidéo. Bon.
C'est pas simple à démêler tout ça. Mais par contre, les faits scientifiques sont là. Si on peut croire à la gravité qui courbe l'eau, mais faut toujours prendre en considération que la théorie de la gravité, OK? Alors, il y avait beaucoup de choses dans cette petite vidéo-là. Polaris, l'étoile qui bouge jamais, l'étoile des navigateurs qui se sont toujours fiés sur Polaris pour s'orienter. C'est des faits. Mais bon, pour l'instant, je vais vous laisser digérer tout ça, mais on va finir sur juste nos 3 petits astronautes que je vous disais quand j'avais pas de son, qui ont une petite bague au doigt de franc-maçon. OK? Nos astronautes qui ont été dans l'espace, puis qui, curieusement, ils ont les 3, Neil, Buzz et l'autre, ils ont leur étoile sur The Walk of Fame à Hollywood. Ah ouais? Qui est supposé être pour les acteurs, les stars. Les stars. Ah, les stars. On va y revenir aux stars. OK? Les étoiles. Oui, c'est peut-être d'autres choses qu'on pense. Bon. Ben, ces astronautes-là vont nous parler présentement. Même s'ils sont des francs-maçons, quand je dis qu'ils aiment bien nous dire les vérités en pleine face, ça arrive qu'ils s'échappent volontairement, je dirais. OK, on va écouter. On va écouter. Je vais essayer de ne pas avoir de problème de son dans l'avenir. Alors, vas-y, mon boss. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't. Because we didn't. Because we didn't. Because we didn't. Go there and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Money is a good thing. If you want to buy new things, new rockets, instead of keep doing the same thing over, then it's going to cost more money. And other things need more money too. So having achieved what the president wanted us to do. Buzz. Hein? Un des premiers astronautes, le premier, aller sur la Lune. Et qui vient de dire we didn't. Ah, on va avoir un autre. Alors, le prochain, c'est un astronaute aussi renommé que M. Buzz, mais celui-ci, c'est un Russe. Ceux qui ont fait la première sortie dans l'espace. Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują i nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Generał Mirosław Hermaszewski, jak dotąd pierwszy i ostatni Polak, który odbył lot orbitalny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Dziękuję, kłaniam się. Bon, il ne s'attendait pas à cette question-là. Je pense que peut-être que oui. It's Flaska. C'est flat. Flaska. Bon, j'ai lu qu'il avait perdu ses médailles honorables après cette entrevue-là. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Je ferai pas de... Je ferai pas
une recherche pour vérifier ça, mais j'ai lu ça. J'ai dit oui, peut-être qu'ils ont décidé de lui retirer quelques médailles de noblesse. C'est possible. On va aller voir un autre Russe, très, très connu aussi. Et c'est comme les Russes vedettes de la Russie, les astronautes vedettes de la Russie. Par contre, bon, je vais peut-être pas tout mettre le vidéo parce qu'il y a une grosse introduction. Enfin, ça montre que on le voit dans son jeune âge, quand il a fait ses missions dans l'espace. On le voit en train de monter dans des vaisseaux qui vont aller visiter l'espace. Bon, on le voit faire des tests, on le voit marcher avec ses deux autres copains. Je sais pas pourquoi, hein, ils sont toujours trois. Ils font ça à trois. On les voit avec leur habit. Leur habit, ça, on va en parler éventuellement, comment que ça peut être risible à plusieurs niveaux, mais on en reparlera. Alors oui, c'est un pilote aussi, j'imagine, hein, il connaît bien la navigation. Là, on voit que écoute, quand il se déplace, c'est comme un président. Il va parler de l'espace partout dans les écoles. C'est un astronaute de grand renom. Écoutons-le dans son entrevue. On va essayer d'en mettre peut-être un bout. Чувал съм, че сте виждали много неща. Много странни неща се случват в много открития космос. в открытом космосе. Вы знаете, если строго говоря, вот сейчас скажу неожиданное, Ще кажа нещо если строго неочаквано. говоря, мы-то вообще в Ако космосе-то и не были. строго говорим, се придържаме към фактите, ние не бяхме в космоса. А къде бяхте? А где вы были? Ползали по земле. Пълзахме по земята. We were crawling on the ground. We were crawling on the ground. Et on n'écoutera pas toute l'interview. C'est pas les seuls en passant. C'est long. Mais j'irais peut-être plus vers la fin ici où ce qu'il dit We have not been in space. If someone claimed that this is not true. OK, on va voir la vidéo. В космоса. Те просто не знаят нищо такова. Ние не сме били в космоса. Ако някой твърди това, това не е вярно, не е истина. We have not been in space. If someone claims that this is not true, it is not true. If someone claimed that, it is not true. We have not been in space. If someone claimed that, it is not true. Ça fait 3 astronautes qu'on vient de voir qui nous disent que c'est pas vrai. OK, on va écouter le dernier. Et on va terminer sur celui-ci. Notre cher Buzz
à l'université, je ne sais trop où, aux États-Unis. What was the scariest moment of the journey? Scariest. It didn't happen. It could have been scary. Circuit breaker. Oh. Wow. Just wow. Let's go back and watch that again really quick. This isn't tricky editing by any means. This is right there on the original source footage. I've got a link in this video's description if you want to see it. What was the scariest moment of the journey? Scariest. Here he is repeating back part of the question to show that he was listening. This invalidates the claim that he thought she asked something else and shows us that this was his actual answer to her question. Scariest. It didn't happen. It could have been scary. This is him reaffirming a second time that this is indeed the answer to her question. His journey to the moon didn't happen. Ça aurait pu être épeurant, mais c'est pas arrivé parce que it didn't happen. Fait que là, ça fait 4 témoignages de 3 astronautes différents qui sont en train de nous dire, mais carrément, en pleine face, on n'a jamais été dans l'espace. Il y en a même un qui dit « We were crawling on the ground ». En plus, il rajoute « Si quelqu'un dit qu'on est allé dans l'espace, croyez-le pas, c'est pas vrai. On n'est jamais allé dans l'espace. » Oh! OK. C'est spécial. Alors, sur cette belle fin, on va se retrouver à l'épisode 3 où on va aller un petit peu plus loin sur le sujet. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont envie de parler et de nous raconter des choses fort intéressantes. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et au prochain épisode. Au revoir.